Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. À la seconde près, il est pile 13h15 à Mbujimaï, même heure au Vatican. Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver sur la radio-télé Fraternité Buenamonto pour vous informer. Voici le journal de la mi-journée. RTF. Le compte à rebours pour l'élection du nouveau souverain pontife sera bientôt lancé. Les 132 électeurs débutent ce mercredi le conclave. En attendant, les cardinaux poursuivent leurs réflexions et esquissent la figure d'un pape pasteur. Et pendant ce temps, au sein de l'église locale, le clergé de Mbujimaï est réuni depuis hier pour la retraite presbytérale. Elle porte sur la parabole du Semeur. Dans l'actualité provinciale, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire attendue à Mbujimaï ce mercredi, la professeure Dr Thérèse Sombo vient en visite de travail. Son agenda prévoit notamment un meeting d'éveil patriotique. Jamais je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Propos du président Félix Antoine Tshisekedi ce lundi lors de la cérémonie célébrant la journée internationale de la liberté de la presse. Félix Tshisekedi qui répondait à ceux qui l'accusent de vouloir brader les minerais congolais auprès des États-Unis. Radio-Télévision Fraternité Buenamonto, votre station de proximité encore plus proche de vous. Dans la seconde partie, nous parlerons sport et là nous évoquerons les playoffs de la Lina Foot et la poursuite du championnat provincial de la Ligue de football du Kasaï oriental. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous pour les développements. Journal de la mi-journée, prise des sons et mise en onde Anaclé Moulumba et Francine Kena, Ali Kazadi Mukola Sebono. Bon après-midi et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Madame, Messieurs, vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer en cette mi-journée. Quelques 170 cardinaux, dont 132 électeurs, étaient présents à la 11e congrégation générale qui s'est tenue lundi après-midi pour réfléchir au futur pape et au rôle de l'Église dans le monde. Les cardinaux avaient décidé la semaine dernière d'ajouter une réunion l'après-midi d'hier, en plus de la réunion habituelle du matin, afin de donner la parole à tous ceux qui le souhaitaient avant le début du conclave le 7 mai, rapporte le directeur de salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Une vingtaine d'interventions ont eu lieu au cours de cette session qui a duré de 17h à 19h. Mardi, il n'y aura donc pas aujourd'hui congrégation matinale comme à l'accoutumée. Les cardinaux ont échangé sur différents sujets, notamment sur leur engagement et leur responsabilité dans le soutien au nouveau pontife. Ils ont également esquissé la figure d'un pape pasteur qui s'inscrit dans une perspective de dialogue et de construction de relations avec les différents mondes religieux et culturels. D'autres thèmes ont été abordés, l'ethnicisme au sein de l'Église et de la société, le phénomène de la migration, les guerres dans le monde, des thèmes également liés à la provenance des cardinaux qui se sont exprimés, notamment l'Asie et l'Afrique, les défis des sectes dans certaines zones géographiques et le synode sur la synodalité et l'ecclésiologie de la communion. Il faut donc souligner que ce soir déjà, les cardinaux vont occuper les compartiments leur réservés dans la maison Sainte-Marthe, avant donc le début, en tout cas du conclave ce mercredi, conclave qui pourra déboucher à l'élection du successeur de François. Au sein de l'église locale, je vous le disais également dans le titre, le clergé de Mbujimaï est réuni depuis hier
au Grand Séminaire Saint-François-Xavier. C'est votre dossier. Célestine Mboula. Célestine, bonjour. Bonjour Ali, bonjour à tous les auditeurs. Les prêtres du diocèse de Mbuji-Mayi sont en retraite presbytérale 2025 depuis lundi 5 mai 2025 au Grand Séminaire Saint-François-Xavier de Lukelenge. Elle est animée par le Père Hervé-Marie Ignard de la communauté des Saint-Jean en mission au Cameroun il y a 37 ans. Cette retraite porte sur la parabole du semeur et prendra 5 jours. En ces jours inaugural, le prédicateur a annoncé qu'il analysera les différents types de graines, les tentations et leurs impacts dans la vie d'un prêtre. C'est avec l'office des complis que les prêtres se sont plongés dans les climats des méditations, comme nous dit le secrétaire rapporteur du clergé, l'abbé Nicolas Sombolaï. Célestine Mboula Mukendi dans Fraternité mardi midi. Nous marquons une pause avant de prendre l'actualité au plan provincial. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz. On ouvre maintenant le bal de l'actualité provinciale et je retrouve Symphorien Moulenga. Symphorien, bonjour. Bonjour Ali. Avec vous, nous parlons de ce cas de mort par suicide d'un compatriote à Bakwachimuna. Oui Ali, un jeune homme retrouvé mort le lundi 5 mai 2025 à Bakwachimuna, commune de Lupatapata, territoire qui porte le même nom. Kayembe Mouninga James, âgé de 25 ans, originaire de Bakwachilanda, groupement de Bakwanga, secteur de Kabala, s'est jeté dans un puits de diamants à Bakwachimuna. Selon le témoin, James Kayembe, atteint d'une tumeur au niveau de son menton et incapable financièrement pour une intervention chirurgicale, a décidé de se donner la mort. Disparu depuis dimanche 4 mai 2025, il a été retrouvé dans un puits ce lundi 5 mai 2025. La société civile du Congo, territoire de Lupatapata, appelle les responsables des parcelles ayant des puits à la conscience en procédant au remblayage. Son président, Liévin Moutala Mbombo, demande également aux autorités locales de prendre des mesures nécessaires pour la sécurisation des personnes. Enfin, la Sosico Lupatapata compatit avec la famille biologique de l'illustre disparu. Et Symphorien, je vous garde avec vous. Nous parlons maintenant de ce retour en force du phénomène enfant de la rue, communément appelé Chegué. Oui, Ali, depuis un certain temps, il s'observe une recrudescence des phénomènes Chegué en Mbuji-Mayi. Ces derniers sont perceptibles en grand nombre dans plusieurs coins stratégiques de la ville, sur la colline de Bonzola et aux alentours. Par exemple, ces jeunes incontrôlés procèdent à de rafles avec violence, même pendant la journée. Pas plus tard que lundi, aux environs de 18h, un jeune garçon s'est fait agresser entre l'ISP Mbuji-Mayi, les camps des professeurs et les lycées Tuya Kumpala. Ces jeunes délinquants l'ont copieusement tabassé après son refus de leur payer du chanvre. Il s'en est tiré avec des blessures graves et suit actuellement les soins sur la structure de la place. Le père de la victime nous en parle et lance un appel aux autorités de la ville d'éradiquer ces phénomènes. Hier à 18h30, mon fils accompagné de son petit frère et son ami a vu un groupe de jeunes qu'il a confondu aux joueurs au niveau du camp des professeurs, puis un deuxième groupe d'environ 30 jeunes qui venaient devant. Brusquement, il a vu son petit se faire gifler. Quand son petit a tenté de s'enfuir, on l'a récupéré lui, exigeant qu'il leur remette 10 000 francs pour acheter du chanvre. C'est là que ces délinquants l'ont copieusement tabassé avec des armes blanches. Dans la foulée,
foulée, son ami est allé à la recherche du secours à la hauteur du lycée Pierre Kumpala. Voyant les secours, ces délinquants ont pris le large, mais mon fils avait maîtrisé l'un d'eux qui a été acheminé au poste de police par un moto-taximène qui connaît mon fils. Vers 22h, on nous a dit au poste de police d'aller à l'hôpital. J'y suis avec mon fils pour des soins. Je demande aux autorités de sécuriser les alentours de Tuyakumpala, collège Saint-Pierre, ISP et le camp des professeurs. Le père de la victime donc du retour en force du phénomène enfant de la rue, la victime qui suit les soins dans une structure sanitaire de la place. Et nous faisons maintenant le point de l'état épidémiologique de la province qui est stable depuis plus de 7 semaines maintenant. L'affirmation est du médecin chargé de lutte contre la maladie, Dr Jean-Pierre Nsumba Katende, l'a dit hier lundi au téléphone à la RTF. Pour lui, depuis cette période, il n'y a aucun cas de choléra, de rougeole ou de tétanos attestés. Seules les maladies endémiques sévissent, notamment le paludisme, la fièvre typhoïde et autres. Toutefois, la province a enregistré 7 cas de Mpox. Ces cas proviennent des différentes zones de santé et même de la ville de Mbujimayi. Ces cas, selon Dr Jean-Pierre Nsumba, sont pris en charge et même leurs contacts sont suivis. Jean-Pierre Nsumba Katende encourage la population à continuer d'observer les mesures d'hygiène pour se protéger. Célestine Boula, je vous retrouve. Le 5 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la sage-femme et maïéticien. Effectivement, le thème de cette année est sage-femme indispensable dans chaque crise. Celle-ci met en lumière leur rôle essentiel en tant que première intervenante de confiance auprès des femmes enceintes. Les champs d'activité des sages-femmes et de maïéticiens est très large. Ils assurent des accouchements sécurisés, des soins prénatals et post-partum et accompagnent l'allaitement. Les sages-femmes peuvent aussi suivre les jeunes filles et les femmes en bonne santé sur le plan gynécologique et les oriente vers le médecin spécialiste en cas de pathologie. Ici au Kasaï oriental, les sages-femmes ont organisé une marche de solidarité avec les femmes et les nouveau-nés victimes des affres de la guerre dans l'est du pays. Cette marche partie du rond-point Koidro a chuté au gouvernorat de province. C'est Fourier Moulenga, avec vous, nous parlons de l'arrivée demain mercredi de la ministre nationale de l'enseignement supérieur et universitaire. Oui, Ali, la communauté universitaire du Kasaï oriental en général et celle du campus de Kansele en particulier s'apprête à accueillir de manière pompeuse la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Ce mercredi 7 mai 2025, Madame la ministre de l'ESI, professeure Dr Thérèse Sombo Ayana Safi Mukuna, arrive en Mbujimayi par les vols réguliers de l'heure Congo aux environs de 10h juste. Pour ce faire, le secrétaire général administratif, professeur Guillaume Kalonji Mwasa Patoka, informe tous les personnels de l'IOM ainsi que tous les camarades étudiants et étudiantes que la journée du mercredi est réservée à l'accueil de Madame la ministre. Ainsi, chacun est tenu d'être à l'aéroport de Bipemba à partir de 8h30. Il est à noter que le programme du séjour de la patronne de l'ESU se présente de la manière suivante. Tenue d'un meeting de veille patriotique le mercredi à 12h juste au stadium de basketball du club Miba, inauguration du nouveau rectorat de l'IOM à 16h30, visite du chantier de construction et modernisation de l'IOM et enfin ouverture du 3e colloque international de l'IOM le jeudi 8 mai à l'hôtel Métropole du Kasaï. Célestine Boula à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Vers la 3e semaine depuis sa signature, l'arrêté provincial portant protection de l'école secondaire générale et technique de la Conchi SGT Kamiba
continue de souffrir de quelques failles. Les constats faits le lundi dans la partie ouest de cette école révèlent la poursuite des travaux de construction. Un creusement a été fait pour la fondation d'une nouvelle maison, ajoutée à celle en cours de construction, des travaux qui vont totalement séparer l'atelier mécanique du labo informatique, mais également des salles de classe. Dans l'enceinte de l'école, les travaux sur la cour dernièrement lotie sont à l'arrêt certes, mais les constructions anarchiques amorcées sont toujours perdantes, difficiles de penser à leur démolition. Les éléments de la police nationale congolaise commis pour la sécurité du site voient leurs effectifs se réduire davantage. Certaines indiscrétions parlent d'une lenteur due à la crise institutionnelle entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. D'autres sources rassurent que le retour du gouverneur de Kinshasa, la capitale, pourra régler cette situation en faveur de l'école aujourd'hui sans cours scolaire. À l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, on y reste à la division provinciale du Kassai oriental 1. Il y a eu lundi 5 mai la cérémonie de délivrance des cartes d'identification des élèves. Elle était présidée au lycée Moussoumoula par le ministre provincial en charge de l'éducation, Jean-Nico Mwambakamba. C'était en présence de plusieurs responsables scolaires dont le préfet d'Aï, Polycarpe Karambayi, l'IPPAI, Claude Chilumba et le Duprosec Cléophas Kahumba. Dans ce mot, le directeur provincial du service national d'identification des élèves, Cerny Kassai Oriental, est revenu sur l'importance de la carte d'identification de l'élève. Edi Mwamba Chimpanga a indiqué qu'elle constitue l'une des pièces pertinentes dont doit disposer chaque apprenant. Plus que ne lit même le bulletin, l'opération de livraison lancée ce jour se poursuit, quand bien même le lot serait très limité. La carte d'identification de l'élève coûte 1500 francs à payer à l'école. Le ministre provincial de budget a ouvert lundi l'atelier de validation des édits provinciaux sur la passation des marchés publics et le partenariat public-privé. Cadre choisi, la salle du centre Mpokolo à Moyo. Charles Kamanga-Senda a invité les participants à mettre à contribution leur expertise afin de produire des textes qui prennent en compte les exigences légistiques et qui prennent en compte nos réalités. Pour lui, ces textes constituent les mesures d'application de deux lois, notamment celle sur la passation des marchés publics et la loi sur le partenariat public-privé. Il revient sur les attentes à l'issue de cet atelier. Il est attendu de nous la validation des projets de ces deux textes qui constituent des mesures d'application du niveau provincial de deux lois, à savoir la loi sur le marché public, un outil dans la mise en place et la consolidation d'une gouvernance publique efficace et efficiente qui fixe et détermine les modalités d'application des principes de transparence des procédures, de concurrence et d'égalité des traitements des candidats soumissionnaires généralement reconnus. Et aussi la loi sur le partenariat public-privé, une solution innovante qui permet la rencontre des intérêts respectifs d'une part pour l'État et la préservation de l'intérêt général en rendant un service public de qualité à la population. Et d'autre part, pour le secteur privé, le retour sur investissement et le profit des partenaires, nécessaires pour des investissements réels et propices à l'amélioration des conditions de vie de la population. Charles Kamanga-Senda, c'était avant de remercier le projet encore et de déclarer ouverts les travaux de 4 jours, bien avant le coordonnateur provincial du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore, en sigle, avait montré que le Kassai oriental était la province pilote dans l'élaboration du projet dédié sur le partenariat public-privé. Jean-Claude Moussas Mognonk a, au nom de encore, invité les responsables des entités à mettre en place des mini-projets à impact visible, réalisables en 2 à 3 mois. On écoute Jean-Claude Moussas. C'est donc l'occasion de capitaliser
toutes les notions autour du partenariat public-privé, parce que nous estimons que les recettes locales ne pourront pas à elles seules aider ces entités à pouvoir réaliser des projets prioritaires contenus dans leur document de planification du développement. Et c'est donc l'occasion de saisir vraiment cette matière pour voir dans quelle mesure mettre en place des partenariats avec les opérateurs économiques et avec d'autres composants de vos entités qui peuvent vraiment participer à ces actions de développement au niveau de vos entités. Et cela à travers des mini-projets à impact visible et rapidement réalisable. Parce que sur le plan de la redevabilité, la population aimerait voir des actions concrètes. Il n'est pas opportun de se lancer dans des projets qui pourront s'étaler sur plusieurs années. Des mini-projets réalisables en 2-3 mois peuvent être retenus avec des coûts accessibles pouvant vous permettre d'avoir des résultats à présenter à la fin de l'année lorsque nous serons dans le processus du budget participatif. Jean-Claude Moussas Magnang, organisé par le ministre provincial des budgets, appuyé par le projet Encore avec l'appui financier de la Banque mondiale. Cet atelier regroupe les membres de l'exécutif provincial, ceux de l'Assemblée provinciale, de la cellule de passation des marchés publics, les ETD et la société civile. Bénéfice des reculs avant de prendre l'actualité nationale. Revenons à la retraite presbytérale 2025 des prêtres du diocèse de Mbuji-Mayi. Cet avant-midi, le père Hervé Marie a exploité le premier type de graine, le type tombé au bord de la route. Cette graine n'entre pas dans le sol. Pour germer, il faut mourir, apprendre à quitter son milieu, sa culture et autres, avoir un regard chrétien sur le monde et sur sa vie, choisir Jésus comme l'amour de sa vie. La nouvelle naissance nous aide à voir le royaume des cieux et le baptême nous sauve. Et cet après-midi, il y aura une autre conférence, nous dit le secrétaire rapporteur du clergé, l'abbé Nicolas Nsombolaï. Nous marquons une pause avant de prendre l'actualité nationale. Je ne braderai jamais les richesses de la République démocratique du Congo. Propos de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. C'est avec vous, Sanforien Moulenga. Oui, Ali, le chef de l'État, Fati, a saisi l'occasion ce lundi 5 mai 2025 lors de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse tenue à l'hôtel du Fleuve à Kinshasa pour dénoncer la mauvaise interprétation par certains médias concernant les deals autour des minerais stratégiques dans l'est de la RDC. Pour lui, ces interprétations sont infondées et relèvent des campagnes orchestrées pour affaiblir la souveraineté économique du pays et miner les efforts de son repositionnement stratégique. On écoute le président de la République, Félix Tshisekedi. Ces dernières années, notre pays a été la cible de fake news, des deepfakes et des campagnes de désinformation, souvent orchestrées par des acteurs extérieurs, visant à minimiser les crimes commis contre notre peuple et à détourner l'attention de la communauté internationale, à alimenter la méfiance envers les institutions de la République, à attiser les divisions au sein de nos communautés locales et à affaiblir notre cohésion nationale. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo.
Notons que la journée internationale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année. Pour 2025, elle a été célébrée en RDC sous le thème « L'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Dans l'actualité nationale avec vous, Symphoria. Oui, Ali, le conseiller de Donald Trump pour la région du Grand Lac, Massad Boulos, a salué le lundi 5 mai la transmission d'une proposition d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Cette annonce a été communiquée sur sa page Twitter, soulignant l'importance de cette démarche. Massad Boulos a indiqué qu'il s'agit d'une avancée significative vers la paix entre ces deux pays, en conflit depuis plusieurs années. Je salue les projets de proposition de paix récits de la RDC et du Rwanda. Il s'agit d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration des principes et je compte sur leur engagement contenu en faveur de la paix, a-t-il déclaré. Et pour clôturer la page nationale, la direction maintenant la province de la Lomami, où la tension monte au sein de l'Assemblée provinciale. Le lundi 5 mai, c'était hier, un tournant politique majeur a été franchi. Le vice-président de l'Assemblée, Augustin Malangu Njibou, a été officiellement déchu de ses fonctions par 21 députés sur les 21 présents à cette séance plénière. Il lui est reproché l'incompétence, l'immoralité et l'usurpation des pouvoirs. D'autres explications avec Sylvain Fizé-Moukadi depuis Cabinda. C'est lors d'une séance plénière présidée par Patrick Kilolo, président de l'organe de Luberon, que la décision est tombée. Et déchu de cette fonction de vice-président de l'Assemblée provinciale à la majorité, absolue ses membres qui composent l'Assemblée provinciale de l'Oranie, l'honorable Malangu Njibou Augustin. Sur 21 députés présents, les 21 ont voté à l'unanimité pour la déchéance de leurs collègues. La pétition portée par les députés Josué Nkomo a été lue, séance tenante. L'intéressé Augustin Malangu était absent. L'incompétence, l'usurpation des pouvoirs et l'immoralité, voilà les griefs dont est reproché le vice-président Augustin Malangu Njibou. L'incompétence que nous lui reprochons, de deux, l'usurpation des fonctions. C'est présenté partout où il arrivait, où il veut traiter comme le président de l'Assemblée, alors qu'il n'était où il est vice-président de l'Assemblée. Avoir proféré des injures aux populations qui ont eu accompagné les uns les autres dans l'enceinte de l'Assemblée, en niant sa qualité de l'honorable président. Avoir au cours du mois de décembre 2024 usé des qualités de président de l'Assemblée provinciale pour inviter à son bureau M. Edouard Sapumbombo, chef de division provinciale du budget et président de la commission provinciale de suivi des payes des agents et fonctionnaires de l'État, en lui imposant les remplacements sur les listings des payes de Madame Mouissangé Lubo Naomi par Madame Moussangé Lubo. Des griefs graves fondés sur les articles 31, 107 et 108 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. La situation s'est envenimée depuis une altercation violente survenue le vendredi 2 mai entre Augustin Malangu et le rapporteur David Ilungaka Bobo. Une confrontation qui s'est soldée par deux blessures. Fraternité Sport, le journal des sports. Sport football, championnat provincial, qualification hier à Mbujimaï des deux clubs dans la poule A. Il s'agit de Kamikaze et Saint-Thomas. Kamikaze qui a étrillé l'équipe de Scorpions de Kabea-Kamonga, vous vous en doutez, 18 buts à rien au stade Kachala Bonjoula, un peu comme des paniers. Et dans l'autre match, Saint-Thomas a maîtrisé Ange Vert de Kapinda 2-0. Saint-Thomas et Kamikaze se qualifient. Et Illiko Cash Ligue 1, clôture de la 4e journée hier avec
La victoire renversante de l'équipe de Simba de Kolwezi sur le score de 2-1 devant le dernier club Motema Pembe. Et l'ouverture de la 5e journée, c'est pour ce 7 demain donc, Don Bosco Aigle du Congo. Et le 8 mai, la poursuite, Rangers vers club Mazembe Lupopo, Tanganyika SMP et Sangabalende AS Maniema Union. Et en Europe ce soir, ça passe ou ça casse. Inter de Milan reçoit San Siro, FC Barcelone à l'aller, c'était 3-3 entre les deux équipes. Fini avec Fraternité Midi. Merci à Célestine Boula, merci à Saint-Floria Moulenga qui m'ont accompagné dans ce studio blanc papayolé. Ali Kazadi Mukola, c'est mon nom. Je vous dis merci au nom du duo, Anakle Moulumba et Francine Kena. Bon après-midi chez vous. Au revoir.